La prairie est silencieuse. Une lumière dorée baigne les champs. Des oiseaux chantent au loin, puis un son qui ne devrait pas être là. Le claquement sec de sabots sur la terre battue. Pas le pas régulier d'un cheval de travail, mais la foulée fière et mesurée de pur sang. Une calèche noire entre dans Walnut Grove, brillante, imposante, hors de propos. Un homme en descend, vêtu d'un costume sur mesure, de bottes cirées et d'une montre de gousset en or qui étincelle au soleil. Les habitants s'arrêtent. Les enfants se cachent derrière leur mère. Même Nels Olson interrompt son inventaire. C'est Monsieur Edwards Sr., présenté non par son nom, mais par sa réputation. L'homme le plus riche du Minnesota. Mais voici ce que l'épisode comprend dès les premières secondes. La richesse, lorsqu'elle est isolée, n'est pas du pouvoir. C'est une armure. Chaque détail de son arrivée est intentionnel. La calèche noire contraste avec les tons chauds de la prairie. Sa posture rigide rejette l'attitude détendue des pionniers. Même son silence parle plus fort que les mots. Il ne salue personne. Il ne regarde pas autour de lui. Il marche comme si la ville était indigne de son attention. Et pourtant, ses yeux scrutent. Il observe les visages. Il cherche, car ce n'est pas une visite de fierté. C'est une mission d'effacement. Il est venu retrouver son fils, Isaiah Edwards, et lui payer pour qu'il disparaisse à jamais. Pourquoi? Parce qu'Isaiah est un rappel vivant d'un passé qu'il a passé des décennies à fuir, la pauvreté, l'échec, un mariage effondré sous le poids de la honte. Dans son esprit, l'argent n'est pas un succès. C'est un outil pour réécrire l'histoire. Mais comme nous allons le voir, l'histoire ne négocie pas, et le cœur humain non plus. Partie 2, le père et le fils. Une blessure jamais cicatrisée. Quand Isaiah voit son père, il ne court pas vers lui. Il se fige, la performance de Victor French ici est magistrale. Pas de larmes, pas de cris, juste un affaissement lent et silencieux des épaules, comme si un poids qu'il portait depuis 20 ans venait soudain de doubler. Leur première conversation est brutale dans sa simplicité. « Monsieur Edwards Sr., je suis venu régler les choses. Isaiah, il n'y a rien à régler. Monsieur Edwards Sr., prenez ceci et ne me contactez plus jamais. » Il tente un chèque, une transaction, une porte définitivement refermée. Mais Isaiah refuse. Non par rancœur, mais par douleur. « On ne rachète pas 20 ans, papa. » Ce mot, papa. Et peste le courbe, Poitras. Il ne l'a pas appelé ainsi depuis des décennies. Et en le disant maintenant, il révèle la vérité. Il aspire toujours à un père, pas à un financier. C'est là que l'épisode dépasse la mélodrame. Il ne peint pas M. Edwards Sr. comme un méchant. Il n'est pas cruel. Il est terrifié. Terrifié que son fils voit ses surmaines. Échec. Terrifié que sa richesse ne suffise pas à couvrir sa honte. Terrifié que l'amour exige de la vulnérabilité et qu'il ait oublié comment en être capable depuis longtemps. Et Isaiah, il n'est pas seulement en colère. Il pleure le père qu'il n'a jamais eu, celui qui a choisi l'ambition aux histoires du soir, les livres de contes au rire, le silence au « je suis fier de toi ». Leur douleur n'est pas bruyante. C'est le genre de chagrin qui vit dans l'espace entre les mots. Et c'est ce qui la rend si réelle. Partie 3, Charles Ingalls, le miroir de la grâce. Entre Charles Ingalls. Il observe cette scène non comme un juge, mais comme un témoin. Et puis, il fait quelque chose de radical. Il invite l'homme le plus riche du Minnesota à travailler, non par charité, non par punition, mais comme une invitation à redevenir humain. Demain, on transporte des rondins. Vous êtes le bienvenu. Charles comprend une chose profonde. La dignité ne s'offre pas. Elle se restaure par la contribution. Dans les années 1870, le travail manuel n'était pas seulement une question de survie, c'était une identité. La valeur d'un homme était liée à ses mains, à sa sueur, à sa capacité à construire quelque chose de durable. Monsieur Edwards Sr., protégé par sa richesse, a oublié cela. Alors Charles lui donne une chance de se souvenir. Pendant 3 jours, l'homme le plus riche du Minnesota manie la hache. Il s'ampoule les mains, il se fatigue le dos, il boit à la même gourde que Charles. Et lentement, imperceptiblement, son armure se fissure. Dans une scène muette, il regarde Charles apprendre à Laura à fendre du bois.
la tendresse, la patience, la fierté devant sa petite réussite. Et pour la première fois, M. Edward Sear voit ce qu'il a perdu, non pas seulement un fils, mais une vie de sens. Partie 4, la ville comme église, la communauté comme guérison. Mais Charles n'agit pas seul. Toute la ville devient partie de la guérison. Caroline prépare du pain supplémentaire, non pas pour l'homme riche, mais pour l'homme solitaire. Laura partage sa poupée avec sa petite fille, une enfant qu'il n'a jamais rencontrée. Même Harriet Oleson, d'ordinaire acerbe, offre un « bienvenue à Walnut Grove », raide mais sincère. C'est là la théologie discrète de la petite maison. La communauté est le premier sacrement. Personne ne prêche à M. Edward Senior. Personne n'exige qu'il se repente. Il l'inclut, tout simplement. Et dans cette inclusion, il commence à dégeler. Dans un moment puissant, il s'assoit à la table des cingales pour le dîner. Il ne parle pas, mais il mange, il écoute. Il regarde Charles tenir la main de Caroline. Il n'est pas sauvé par un sermon. Il est recomposé, remis ensemble par le simple fait d'appartenir. Partie 5, le tournant. Je voudrais rester un peu, le point culminant n'arrive pas avec une tempête ou une confession, mais dans une grange silencieuse au coucher du soleil, après des jours de mutisme. Monsieur Edwards Senior parle enfin. Je croyais que si je gagnais assez d'argent, je pourrais oublier. Mais on ne peut pas fuir son cœur. Il ne demande pas pardon. Il ne promet pas d'être parfait. Il dit simplement « Je voudrais rester un peu, si vous m'acceptez ». Et Isaiah, après une longue pause, hoche la tête. Pas de musique grandiose, pas de larmes. Juste deux hommes qui choisissent tout, de réessayer. C'est le génie de l'épisode. La rédemption n'est pas un grand geste, c'est un choix quotidien. Et Michael Landon, qui a dirigé lui-même cet épisode, le savait. Il a tourné la scène en une seule prise. Pas de coupe, pas de gros plan. Juste deux acteurs, une grange et le poids de 20 ans qui se dissout dans le silence. Partie 6. Héritage. Comment cet épisode a façonné toute la série. 49 ans, le plus riche homme de Walnut Grove. N'était pas seulement le premier épisode de la saison 2, c'était l'ADN moral de toute la série. Chaque grande intrigue qui a suivi reprend ses thèmes. La cécité de Mary. Peut-elle trouver de la valeur au-delà de la vue? Les Miller. La ville choisira-t-elle l'inclusion plutôt que la peur? L'adoption d'Albert. La famille se définit-elle par le sang ou par l'amour? L'incendie de Laura et Almanzo, peuvent-ils reconstruire quand tout est perdu? Toutes répondent à la même question. Que valorisons-nous quand l'argent, la santé et la sécurité disparaissent? Et la réponse est toujours les uns les autres. Historiquement, cet épisode reflète aussi une vraie tension dans l'Amérique d'après-guerre de sécession. Les années 1870 ont vu une inégalité économique explosive. L'âge d'or commençait. Les barons du rail et les magnates du pétrole accumulaient des fortunes, tandis que les agriculteurs luttaient. La petite maison a répliqué, non par la politique, mais par une philosophie de la prairie. La vraie richesse se mesure en relations, résilience et responsabilité. Même aujourd'hui, l'épisode résonne. À une époque de milliardaires et d'isolement social, il murmure « Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous êtes votre volonté de vous montrer présent pour votre famille, vos voisins et votre propre cœur blessé. » Les fans le classent encore parmi les heures les plus puissantes de la série. Non pour le drame, mais pour avoir osé croire aux deuxièmes chances. Il croit qu'un homme peut changer. Il croit qu'un fils peut pardonner. Il croit qu'une ville peut accueillir un étranger. Non pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il pourrait devenir. Et au bout du compte, c'est là l'héritage de la petite maison dans la prairie. Les plus riches parmi nous ne sont pas ceux qui accumulent, mais ceux qui se donnent. Alors, la prochaine fois que vous verrez un homme en costume élégant, souvenez-vous, ses poches sont peut-être pleines, mais son cœur est peut-être encore vide. Et il suffit d'une seule invitation, d'une journée de travail honnête, d'un geste de gentillesse silencieux pour le remplir.